Bonjour et bienvenue dans Scénographie des possibles. Le podcast qui interroge les créatrices et les créateurs d'espaces éphémères, aujourd'hui à l'heure du digital, de l'immédiat et du spectaculaire. Je suis Clémence Chiron et aujourd'hui je vous propose de découvrir le travail de Camille Dugas dont vous avez déjà entendu la voix dans l'épisode 8, le focus, scénographie et droit d'auteur. L'immersif, ça permet d'aller vraiment dans tous les détails parce que les spectateurs, ils sont dans le décor, il faut qu'ils y croient à fond, qu'il n'y ait pas un moment de doute sur le fait que ce soit un décor et tout. Donc c'est le summum et qu'on puisse être à 1 centimètre et se dire « mais c'est pas un décor ». Voilà. Camille Dugas est scénographe et travaille à Paris pour le théâtre, la danse et l'opéra. Elle a notamment eu l'occasion de collaborer avec les metteurs en scène Laurent Pelli et Damiano Michelito, des chorégraphes comme Benjamin Millepied ou Justin Peck, ou encore des artistes comme Daniel Buren, Christian Lacroix et John Baldessari. Formée à la Sorbonne Nouvelle ainsi qu'à l'École supérieure des arts techniques, école Ourdet à Paris, Camille Dugas exerce ce métier depuis une quinzaine d'années. Après quelques mois au bureau d'études de l'Opéra national de Paris, elle assistera notamment à la scénographe de spectacle Chantal Thomas. Aujourd'hui, Camille Dugas oscille entre la création de scénographie pour des grosses productions nationales ou internationales et la direction artistique de spectacles immersifs destinés aux très jeunes spectateurs avec la compagnie Les Dents et Au Lit, dont elle est cofondatrice avec Anaïs Azema depuis 2019. Avec Camille Dugas, on a parlé de son processus de travail en collaboration avec les équipes de l'opéra. De l'importance d'assumer sa position de professionnelle et d'oser dire les choses sans s'excuser. D'expériences immersives et de la création d'espaces qui ont du sens. Je vous laisse découvrir cette conversation. C'est parti et bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Clémence. Merci de me recevoir ici chez vous aujourd'hui. On est à Paris. Alors concrètement pour vous, c'est quoi être scénographe ? Oh, c'est une vaste question. Scénographe, c'est la scène. Scéno, la scène. Graphe, le dessin de la scène. Pour moi, c'est dessiner le plus possible l'intégralité des éléments qu'on trouve dans un espace scénique. Ok. Et vous, votre pratique, comment est-ce que vous la définiriez ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours en tant que scénographe ? Eh bien, j'essaye de concevoir des espaces, à la fois en termes de décor, de costumes, de lumière, parfois de vidéos, des espaces dans lesquels le spectateur peut se projeter, peut être immergé, peut se questionner. Voilà, j'essaie de faire des espaces qui ont du sens. Et donc vous avez beaucoup travaillé pour l'opéra, le théâtre aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce type de production à grande échelle ou à échelle normale, je sais pas. Moi à la base je viens plutôt du théâtre parce que après le bac j'étais plutôt partie en art dramatique. Donc j'ai pris pas mal de cours de théâtre et c'est vrai que c'est un univers qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours été voir des spectacles, surtout que j'ai la chance d'habiter à Paris, donc c'est pas ce qui manque. Et puis en fait, après mes études, j'ai rapidement eu un poste au bureau d'études de l'Opéra de Paris et j'ai pu découvrir en fait le monde de l'opéra et du ballet que je connaissais pas beaucoup. Après, de fil en aiguille, j'ai pu faire des grosses productions d'opéra, notamment les Vêpres siciliennes pour le Mariinsky. À Saint-Pétersbourg aussi. Oui, exactement. Qui est une très très grosse production. Il y avait 9 décors. Wow. Il y avait un décor d'une rue de New York, un décor de cabaret. Enfin, c'était des gros décors. Et voilà, j'arrive à trouver de l'intérêt à toutes les échelles. En fait, je pense que je travaille pareil, en fait, que ce soit pour un gros opéra ou des toutes petites formes. L'important pour moi, c'est qu'il y ait du sens. Du sens dramaturgique. Donc du sens, dans quel sens justement ? Donc vous dites dramaturgique ? Oui. Dramaturgique, vous pouvez expliquer ce que ça veut dire ? En fait, créer du sens par rapport au drame qui se joue, enfin au drama, enfin ce qui est présenté sur scène. Pour moi, la scénographie, elle doit
faire sens par rapport à, elle doit trouver un sens par rapport à un texte ou un livret, mais aussi par rapport à la vision d'un metteur en scène et venir soit en contradiction pour mettre en valeur un propos plus général, soit avoir véhiculé son propre sens. Voilà, ça dépend en fait du spectacle, mais le sens est important. J'ai du mal à faire des choses juste parce que c'est beau ou parce que on a envie d'un certain type de décor. Voilà, moi il faut que ça me parle et il faut que, enfin, j'ai envie que ça questionne le spectateur et au minimum que ça l'emporte. Et donc un opéra, ça commence à partir de quel moment, ou une pièce de théâtre, à partir de quel moment vous commencez la scénographie? Un opéra, ça se conçoit généralement entre 1 an et demi et 2 ans avant la première répétition. Ça prend du temps. Généralement, y a une première phase de recherche à partir du livret, et puis avec le metteur en scène pour savoir ses intentions de mise en scène. De là découle une pré-maquette avec une présentation de cette pré-maquette aux équipes du théâtre et aux équipes techniques qui vont construire le décor. Donc une pré-maquette, c'est une maquette physique, c'est pas une maquette digitale? Ça dépend. Généralement, les opéras, comme il y a après les ateliers qui vont la récupérer pour fabriquer les décors, ils aiment bien avoir une maquette physique. Et puis il y a des metteurs en scène aussi qui aiment bien l'avoir pour les moments de répétition, pour pouvoir un peu jouer avec et faire leur mise en scène avec. Mais après il y a des metteurs en scène ils voient pas trop l'intérêt et qui préfèrent eux des maquettes 3D. Donc on s'adapte un peu aux demandes à la fois des théâtres et des metteurs en scène. Donc vous nous avez parlé de la collaboration justement avec les metteurs en scène. Est-ce qu'il y a une interaction permanente entre vous et les équipes de construction de décors, ou est-ce que c'est très ponctuel? Enfin, comment ça se passe pendant ces 1 an et demi, 2 ans? Alors c'est très différent d'un projet à l'autre, d'un metteur en scène à l'autre, par rapport à la relation au metteur en scène. Actuellement, je travaille avec Laurent Pelli. Laurent, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup l'espace. Et du coup, on parle beaucoup de la scénographie, on se voit beaucoup. Enfin voilà, il est très partie prenante de la conception de la scénographie. Et il y a d'autres metteurs en scène qui aiment bien attendre que la scénographie elle soit conçue, enfin qu'il y ait une proposition un peu finale et qui vont faire des retours sur cette proposition et qui vont pas forcément avoir envie d'être là à tous les moments de la conception. Voilà, donc ça dépend en fait, ça dépend des metteurs en scène et après par rapport au théâtre ou aux structures, généralement, en fait, le travail avec elles commence au moment du rendu de la pré-maquette. Là, on commence à avoir des discussions avec eux parce qu'en fait, ils vont chiffrer le projet de scénographie et donc ils vont dire si ça rentre en fait dans le budget. Et ensuite, par rapport à ça, on va soit continuer dans la voie qu'on a décidé, soit revoir certaines choses, soit, enfin voilà. En fonction de cette première remise de maquette pour arriver à la maquette finale et au rendu définitif qui va ouvrir la phase de construction du décor. Donc là, pendant la construction du décor, les ateliers prennent en main les plans, les maquettes, enfin tous les éléments qu'on leur a donnés. Et puis ils vont commencer à faire des échantillons, des propositions sur la manière dont ça va être construit. Donc là, il y a un vrai dialogue entre voilà les ateliers et puis nous enfin et puis moi la scénographe. Ok, ouais, donc vous allez vraiment jusque dans le détail de la matière qui va être visible par les spectateurs. C'est pas une livraison de maquette et hop, je m'en vais, j'ai fini. C'est vraiment une co-construction avec les ateliers quand c'est possible. Oui. Les ateliers, oui, ils ont besoin qu'on fasse le suivi artistique en fait de la scénographie. Ils ont besoin de savoir si ils ont bien interprété les maquettes, les plans. Donc c'est pour ça que déjà au stade de la maquette et des plans, j'essaye d'être la plus précise possible. Que ce soit en termes de couleurs, de dimensions, de tout, pour qu'il y ait le moins de doutes possible en fait et qu'ils puissent être le plus autonome possible.
Et ce que je me demandais, c'est combien de temps nécessite une maquette de temps de travail, parce qu'on a l'impression que on sait que c'est beaucoup de temps, mais des fois on mesure pas ce temps-là. Combien en moyenne? C'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, ça va dépendre à la fois de l'échelle de la maquette. Par exemple, une maquette au centième, c'est très petit, donc on va pas pouvoir rentrer vraiment dans les détails. Et en même temps, faut être assez minutieux. Ça demande aussi du temps, mais pas le même que par exemple une maquette au 25e, où là, c'est une échelle très grande, où on doit vraiment soigner tous les plus petits détails et où la dimension en elle-même prend du temps. Donc ça, c'est voilà, il y a déjà ce facteur-là qui rentre en jeu, et il y a aussi évidemment la complexité du projet. Si on fait un décor ultra réaliste avec plein de petits accessoires dans tous les sens, bah ça va demander beaucoup plus de temps qu'un décor abstrait ou qui peut aussi demander du temps. Mais enfin voilà, ça dépend vraiment de la nature du projet et puis de l'échelle de la maquette. Donc ça peut mettre 1 semaine de travail à temps plein comme 3 semaines, 1 mois en fait. Oui, une petite maquette au centième d'un projet assez simple, ça peut prendre 1 semaine en effet. Une maquette de rendu final au 25e, ça peut mettre plusieurs mois, oui. Après, avec plusieurs personnes, généralement, à la fin d'un rendu de maquette, on est 3-4 petites mains à s'agiter. Enfin, à faire la maquette en même temps. Oui. Généralement, c'est des moments où scénographe en même temps. Oui, où on prend des assistants ou des petites mains pour aider à faire à finir la maquette dans les temps. Ouais, vous êtes pas toute seule à faire tout ça à chaque fois. Bah quand je peux, généralement, la plupart du temps, je suis toute seule. Après, s'il y a vraiment des coups de bourre sur la fin, ça m'arrive de prendre des assistants pour m'aider, voilà, et finaliser dans les temps. Ok, parce que cette maquette-là, donc c'est combien de temps avant la première que vous la rendez ? Alors pour un opéra, généralement c'est 1 an avant, parce que bah voilà, il faut le temps qu'ils puissent faire les analyses techniques par le bureau d'études, par les ingénieurs. Après, faire les essais dans les ateliers, les différents échantillons, de venir valider les choses sur place, voilà. Puis après, donc il y a le temps de la construction. Et puis après, à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant la première, il y a le début des répétitions. Dans des grandes maisons où ils ont suffisamment d'espace, on peut même répéter dans les décors. Donc il faut qu'ils soient prêts pour le début des répétitions. Enfin, ou en tout cas bien avancé. Après les répétitions, on ajuste, on adapte, voilà, en fonction de la mise en scène, en fonction des chanteurs, en fonction des comédiens, en fonction, voilà, on réadapte toujours la scénographie pendant les répétitions. Et donc c'est une question un peu bête là que je vais vous poser, mais quel est le rôle, pas le rôle, mais pourquoi est-ce que le scénographe il est si important, et encore plus dans des structures telles que l'opéra où tout est hyper structuré? S'il était pas là, qu'est-ce qui serait loupé? Qu'est-ce qui marcherait pas? S'il était pas là, il saurait pas quoi construire. Oui. Il y aurait rien de dessiné, donc en fait un scénographe il va orienter tout ce qui se passe visuellement, donc il va faire tous les choix artistiques de forme, de couleur, de matière, voilà. Donc c'est dans un opéra, tous les sens sont en éveil, mais la vue est quand même assez importante. Donc oui, je pense que c'est un métier qui a son importance pour garantir la cohérence artistique d'une production. Oui, le chef d'atelier de décor ne peut pas se dire tiens, je vais dessiner ça comme ça par rapport parce que ça pourrait, en fait, je pose cette question-là parce que là on est dans une grosse structure telle que l'opéra où tout est bien codé, mais parfois on peut se dire, dans le cas d'une photographie par exemple, on peut se dire tiens, je vais prendre un tel en photo parce que moi je ne suis pas photographe, mais je vais pouvoir faire la photo. Et du coup, c'est pour faire ce parallèle-là un peu avec la scénographie, pour dire finalement chacun a son regard. Oui, bien sûr, chacun a son regard. Voilà, après, il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui occupe cette place-là. Si c'est un chef d'atelier, je sais pas, n'importe qui a envie qui a l'opportunité d'avoir un regard scénographique. Voilà, après,
Bon, il suffit pas juste d'avoir un regard scénographique, il faut aussi pouvoir exprimer ses idées, donc être capable de les dessiner, d'en faire des maquettes, des plans, des documents graphiques pour communiquer sur cette idée. Et puis surtout à l'opéra, mais dans toutes les autres formes de production, c'est un travail de groupe. On n'est pas tout seul dans notre coin. Il faut déjà faire en fonction des contraintes techniques d'une scène, d'un plateau, d'un lieu. Il faut faire avec les intentions de mise en scène du metteur en scène. Il faut faire en fonction des chanteurs, des comédiens qui vont pratiquer le décor. Il faut faire avec un éclairagiste qui va éclairer le décor. Donc si on lui laisse pas par exemple d'espace pour éclairer, ben notre décor il sera pas visible ou en tout cas mal visible. Et enfin voilà, donc c'est un métier de plein de contraintes et qui est du coup d'autant plus intéressant parce qu'il y a ces contraintes-là en fait. Mmh. Et donc pour revenir un petit peu sur vos débuts en tant que scénographe, vous avez travaillé à l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, et dans le bureau d'études, et aussi avec la scénographe Chantal Thomas. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Chantal Thomas? Elle m'a appris beaucoup de choses, Chantal Thomas. Elle m'a appris à aller le plus loin possible dans le détail au moment de la maquette et de la conception. Elle m'a appris à me pousser dans mes retranchements, à être perfectionniste. Voilà, j'ai beaucoup appris auprès de Chantal Thomas, que j'aime beaucoup. Et en bureau d'études, donc là, vous avez vraiment appris tout ce qui est côté technique aussi, ou les deux étaient en même temps? Non, c'était avant le bureau d'études. Oui, j'ai commencé toute jeune diplômée avec 8 mois au bureau d'études de Garnier. Et là, j'ai été responsable des implantations des décors sur la scène de Garnier. Et donc, j'ai appris à me servir de certains logiciels, à voir comment représenter un décor sur une scène en plan, en coupe, en élévation. J'ai appris aussi pas mal de choses techniques, de façon de construire, de représenter la menuiserie, la serrurerie. Enfin voilà, j'ai beaucoup appris à l'opéra. Et alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez beaucoup aimé travailler avec Daniel Buren et Christian Lacroix, parce que c'est des personnes qui sont vraiment agréables avec qui travailler. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai eu la chance que l'Opéra de Paris me permette d'assister en tant que scénographe ces deux artistes, Daniel Buren et Christian Lacroix. J'ai trouvé ça vraiment passionnant, en fait, de rentrer dans l'univers graphique qui est d'ailleurs diamétralement opposé de ces deux personnes et d'en faire des scénographies. Enfin, ça m'a vraiment passionnée et c'est vrai que ces deux personnes humainement sont vraiment incroyables et je les porte beaucoup dans mon cœur. Donc oui, c'était un énorme plaisir de travailler avec eux. Et qu'est-ce que ça change, de travailler avec des artistes comme eux ou avec des metteurs en scène? Alors dans les deux cas, il y avait, alors c'était des ballets, donc c'était pas des metteurs en scène, mais il y avait des chorégraphes. Ça amène encore une contrainte, c'est-à-dire que du coup c'est plus mon univers, c'est leur. En fait, ce qui m'a toujours intéressée dans la scénographie, c'est à chaque fois de créer un univers nouveau, en fait. Voilà, je ne suis pas de ceux qui ont vraiment leurs pattes et qu'on pourrait reconnaître parmi des millions. J'aime bien faire des choses nouvelles à chaque fois et du coup, rentrer dans ces deux univers-là, ça m'a fait encore découvrir des choses que j'aurais pas soupçonné découvrir. Par exemple? Non, mais l'univers de Christian Lacroix, il est très particulier, avec des motifs floraux, des couleurs très intenses. Enfin, voilà, c'est pas des choses que j'aurais pu faire comme ça sans toute seule en fait. Je suis partie dans là-dedans parce que voilà, c'est son univers et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est de mettre en exergue dans ces deux cas-là leur univers à eux. Mmh. Et quand vous travaillez avec des chorégraphes ou des metteurs en scène, c'est de la même manière, vous mettez en exergue à la fois le texte ou la manière de le mettre en scène et la chorégraphie. Est-ce que le travail est similaire? Parce que ma question est un peu floue, mais en théâtre, par exemple, on va avoir des décors beaucoup plus visibles qu'en
qu'en ballet ou qu'en spectacle de danse. Oui, c'est vrai qu'il y a des contraintes dans la danse par rapport au fait qu'il faut absolument libérer le plateau, qui sont plus importantes. Après, là par exemple pour l'Opéra de Paris, je suis en train de redessiner un décor de Roméo et Juliette, enfin le décor de Roméo et Juliette. Et c'est un décor qui est très construit en fait, qui est vraiment en volume avec des tonnes d'ornements et tout. Donc on peut aussi faire des décors un peu imposants en ballet et proposer des décors beaucoup plus légers pour des opéras. Ça peut passer aussi. Il n'y a pas vraiment de règles en fait, c'est ça qui est bien. Alors maintenant, donc comme on l'a vu dans un des épisodes précédents, dans un focus sur les droits d'auteur, vous êtes membre de l'Union des scénographes et vice-présidente, et notamment vous travaillez beaucoup aux questions de droits d'auteur, de questions juridiques liées à la scénographie. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à ces droits-là ? Pourquoi est-ce que ça a été important pour vous de se poser ces questions-là ? En fait, quand je suis sortie de l'école, j'étais complètement perdue sur les statuts, enfin, je nageais un peu. Ça a commencé, j'ai juste eu envie de comprendre. Donc, j'allais aux réunions, je faisais des comptes rendus plus pour moi finalement, pour me remettre les choses au clair, comprendre, ce que c'était qu'un auteur, ce que c'était qu'un intermittent. Enfin, bref, voilà. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire partie des négociations à la Maison des artistes quand le scénographe est rentré dans le champ d'application de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Et puis j'ai continué. Je me suis dit maintenant que je suis là, autant continuer à faire valoir nos droits. Et puis c'est vrai que j'ai assisté assez souvent en fait à des mauvais comportements de certaines personnes qui volaient, autant dire les mots clairement, les droits d'auteur à des auteurs, et voilà, j'ai trouvé ça assez injuste, et donc j'ai voulu essayer de protéger les créateurs et notamment là les scénographes. Pour les grosses productions, vous m'avez dit travailler avec un agent. On en a justement un petit peu parlé dans cet épisode Focus juste avant. Pourquoi est-ce que vous travaillez avec... Enfin, oui, vous l'avez dit, mais comment c'est arrivé ? Enfin, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais travailler avec un agent ? En fait, dans le monde de l'opéra, surtout à l'étranger, parce que j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, c'est pratiquement impossible de passer tout seul sans agent. Enfin, en Russie par exemple, c'était juste impossible que je négocie toute seule mon contrat. Donc en fait, il y a une certaine culture de l'agent à l'opéra, surtout à l'étranger. Et puis en fait, je considère que c'est pas mon métier de négocier des contrats et que j'ai pas envie de le faire, et qu'il y a des gens dont c'est le métier et qui le font beaucoup mieux que moi, et voilà, et un peu pour rendre les choses aussi un peu plus simples et un peu plus claires. Voilà, je passe pas tout le temps par un agent, puisque quand je travaille pour des toutes petites compagnies, ça nécessite pas du tout d'avoir un agent, mais voilà, pour les grosses productions, globalement les opéras, voilà, ça me paraît bien de faire travailler quelqu'un dont c'est le métier, voilà, tout simplement. Et alors, vous avez, quand vous parliez tout à l'heure de petites compagnies, notamment, vous avez créé en 2019 la compagnie Les Dents et Au Lit avec Anaïs Azema. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur cette compagnie ? Qu'est-ce que vous avez voulu créer ? En fait, dans mon travail, ce qui me manquait beaucoup, c'est le côté immersif. Je suis vraiment très intéressée par ces questions d'immersion, de spectacle immersif. Ça m'a toujours passionnée. Et c'est un peu compliqué de faire ça, surtout à l'opéra ou dans ce genre de maison, voilà. Et du coup, quand j'ai rencontré Anaïs, qui elle avait envie de créer une compagnie pour les tout petits à partir de la littérature jeunesse, je lui ai dit écoute, allons-y ensemble et faisons des spectacles immersifs pour les tout petits. Et voilà, c'est né comme ça. Ça fait 2 ans, on a sorti 3 spectacles. Et voilà, c'est une super aventure. Et donc, c'est une rencontre un peu particulière parce que vous habitez à peu près au même endroit.
Et vous êtes rencontrés, vous avez dit ça dans une vidéo pour votre lancement de Ulule ou sur votre Facebook de la compagnie Les Dents et Oli. Vous êtes rencontrés alors que vous étiez toutes les deux en congé maternité. Qu'est-ce que ce temps-là de congé maternité, il vous a permis à ce moment-là pour cette compagnie qu'il n'aurait pas permis autrement? Je trouve que en fait la maternité permet d'avoir la force d'aller plus loin dans sa vie professionnelle. Enfin, en tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. À la naissance de mon fils, enfin avant sa naissance, j'ai eu une sorte un peu de ras-le-bol d'être toujours assistante et de pas signer moi-même des scénographies. Et après la naissance de mon fils, j'ai commencé à signer mes premières scénographies. Je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable. Et donc quand j'ai créé la compagnie avec Anaïs, c'était au congé maternité de ma fille. Et là, j'avais une envie plus de multiplier un peu mes activités. Et donc, il y a eu cette compagnie où je suis directrice artistique, donc je fais à la fois la mise en scène, la scénographie, les costumes, un peu de tout, plus certains aspects de l'administration. Donc voilà. Et puis à côté, j'ai commencé aussi à faire des créations lumière, des créations costumes. Enfin voilà, je me suis un peu plus diversifiée. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est tombé à la naissance des enfants qu'il y a eu cette étape de franchie. C'est important, je pense. Ces étapes de la vie souvent on dit que le congé mat ça porte préjudice aux femmes et tout, c'est vrai d'un point de vue financier, on va pas se mentir, mais je trouve que aussi avoir des enfants et ça donne une force incroyable quoi, et il faut pas. Mais quel type de force alors? C'est compliqué de l'expliquer, mais enfin moi en tout cas ça m'a permis voilà d'arriver à passer des caps. Alors c'est peut-être psychologique, je sais pas, mais voilà, à enfin signer des scénographies, à enfin faire de la mise en scène, de la lumière et tout, sans avoir honte, sans dire pardon, et voilà. Donc je trouve que c'est important de le dire, parce que certaines femmes on entend disent non moi je veux pas d'enfant parce que professionnellement ça va trop me porter préjudice. Moi je pourrais dire l'inverse, clairement. Ça m'a vraiment aidée. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire tiens ça arrive pile au moment où en fait je commence à avoir du boulot, je commence à avoir plein de trucs, ouais. Et mince je m'arrête dans cette énergie là, et comme c'est un métier indépendant il y a pas les mêmes conditions, les mêmes avantages qu'un métier salarié dans le cadre du congé maternité. C'est ça qui peut faire peur. Oui. Après, c'est comme tout. On peut soit récupérer de la force de certaines épreuves, soit au contraire être dévasté par certaines épreuves. Je pense pas que ce soit une épreuve de devenir maman, mais en tout cas, moi personnellement, ça m'a donné beaucoup de force. Voilà. J'espère que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. J'espère. Donc pour revenir à la compagnie, vous parlez de spectacle immersif. Oui. Et habituellement, quand on parle de spectacle immersif, on imagine des grands écrans avec plein de numérique dans tous les sens et enfin voilà, des effets waouh, des choses, plein de moments où on capte l'attention. Là, vous êtes avec des enfants. Les écrans n'ont pas de place dans ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et pourtant, vous parlez d'immersif. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par immersif? Oui, non, aucun écran chez nous. En fait, l'idée, c'est que l'enfant, le spectateur, est placé au centre du décor. Donc, en fait, l'action se passe à la fois au milieu des enfants et autour d'eux. Ils ont du coup accès aux accessoires du décor, aux comédiens qui peuvent toucher, à qui peuvent parler. Enfin voilà, il y a une grande interaction entre les comédiens et les enfants, et entre les enfants et le décor. Donc pendant la représentation, comme je disais, ils ont accès aux accessoires, mais à la fin du spectacle, en fait, on leur propose un parcours dans les décors. On conçoit des espaces multisensoriels dans chaque spectacle qu'on a créé, et c'est des espaces qui sont dans des tentes. Et donc à la fin du spectacle, ils ont accès à ces tentes, et donc là le dernier spectacle c'est autour des émotions. Donc chaque tente est une émotion, et dans chaque tente il y a des objets multisensoriels en lien avec l'émotion.
Donc voilà, c'est très interactif et très immersif parce qu'ils sont vraiment au centre de l'action. Et donc quand vous dites multisensoriel, c'est quoi? C'est des odeurs, des matières spéciales, du son? Oui, exactement. En fait, on travaille avec 2 marques, Wesco et Optoys, qui sont les marques spécialisées dans l'univers de la petite enfance, des marques qu'on retrouve beaucoup en crèche et qui travaillent surtout Optoys, notre premier partenaire. Il travaille dans l'inclusif et du coup, il propose que des solutions qui sont à destination de tous les enfants avec ou sans handicap. Et du coup, oui, c'est que des objets qui sont intéressants, soit au toucher, soit qui proposent des sons, soit qui, enfin voilà, il y a beaucoup d'accessoires à disposition des enfants. Et donc vous parlez de décors pop-up, et c'est vrai que vous utilisez en base de vos scénographies des objets qu'on retrouve dans la petite enfance, mais que vous transformez. Est-ce que cette manière de faire du pop-up, elle est venue de ces objets-là d'abord, ou est-ce qu'ils sont venus à vous d'une autre manière, à un autre moment? Enfin, comment vous avez travaillé cette question-là? Bah oui, on est surtout parti encore une fois d'une contrainte, c'est-à-dire comme on est une toute petite compagnie, on a déjà pas beaucoup de place pour stocker. Il faut qu'on soit suffisamment, on peut pas louer un camion à chaque fois qu'on joue dans une école, donc faut qu'on soit mobile. Et puis, faut que on s'installe en très peu de temps. Et en même temps, on a l'ambition de vouloir mettre des enfants dans le décor. Donc, faut pas non plus que ce soit rikiki. Et du coup, on nous est venu l'idée de ces tentes pop-up que tout le monde connaît, les tentes qui se déplient en une fraction de seconde. Qui sont cubes avec des ronds au centre. Alors, il y a plein de formes. C'est ça qui est chouette. Et du coup, oui, on part de ce principe-là. Et on crée des décors à partir donc de ces tentes en utilisant les structures et en recréant du coup des éléments de décor qui se déplient et qui se replient très rapidement et qui sont très légers de transport, prennent pas du tout de place et en même temps prennent une place incroyable une fois qu'ils sont déployés. Et au niveau des contraintes de sécurité, normes sécurité, donc vous jouez dans des écoles, donc c'est pas du tout les mêmes contraintes que dans un opéra ou dans une bibliothèque par exemple. Les tissus, j'imagine qu'ils sont pas du tout inifugés. Quelles sont les contraintes parce que c'est comme ils sont touchés par des enfants, on peut pas. Le corps et l'inifuge, c'est pas compatible. Oui, bah en fait ça a été un choix aussi d'aller dans les écoles et dans les crèches parce qu'en effet il n'y a pas les mêmes normes par rapport au non-feu. Et nous, c'était très important pour nous parce que on a une démarche, éco-responsable et qu'on voulait absolument pas que les enfants respirent des choses toxiques et ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on a fait des choses en tissu avec des encres particulières. On a vraiment voulu aller dans ce sens-là et du coup pas respecter les normes M1 non-feu du spectacle qui sont des grosses contraintes quand on veut faire de l'éco-conception aujourd'hui. Oui, et il n'y a pas forcément besoin d'être M1 en fait dans les écoles. Non, il n'y a pas d'exigence M1 dans les écoles. C'est ça qui est... ouais. Vous parlez de parcours de motricité sur votre site, la compagnie Les Dents et Oli. Quelle est la différence entre ce que vous proposez, même si je vois bien à peu près, et le parcours de motricité? Quelle est la différence et le lien comment vous vous inspirez de ce parcours-là? En fait, à la fin du spectacle, quand les enfants vont de tente en tente, on appelle ça un parcours de motricité parce que, cette idée, elle est venue en fait du premier spectacle autour de la chenille qui fait des trous. En fait, la chenille, chaque jour, elle fait un trou dans un fruit. Et donc, elle ouvre une tente et elle rentre dans la tente et elle ressort. Et donc, les enfants rentrent dans la tente comme la chenille et refont donc le parcours de la chenille du lundi, du mardi, du mercredi, de toute la semaine et entrent à leur tour dans chaque fruit. Et c'est un parcours juste parce qu'il y a un début, une fin, qu'il y a un ordre entre guillemets à respecter et que ça leur demande un petit peu d'exercice physique. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça un parcours de motricité. Ce sont des termes très pédagogiques et très scolaires, mais c'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. Oui, c'est parce que le parcours de motricité est censé faire bouger un enfant, c'est ça? Exactement. C'est des termes qui sont utilisés à l'école
Voilà, à l'école, ils font beaucoup de parcours comme ça, de motricité. C'est-à-dire que c'est des parcours où ils doivent sauter, travailler leur équilibre, des choses comme ça. Voilà, ça s'appelle des parcours de motricité. Oui. Dans ce que vous faites, les enfants sont en mouvement pendant le spectacle ou ils sont pas en mouvement? Ils bougent pas? Non. Pendant le spectacle, ils sont assis. Ok. Les bébés, ils peuvent évidemment se déplacer, mais tous les enfants qui savent rester assis, qui comprennent qu'il faut rester assis, sont censés rester assis. Après, ils ont à leur disposition, quand ils sont assis, des accessoires avec des jeux de matière, de texture, de couleurs. Et pareil, on a travaillé aussi le son de ces accessoires-là. Tout ça, c'est à leur disposition. Donc, pendant le spectacle, ils peuvent les prendre. Ils peuvent même, à certains moments, les donner aux comédiens, notamment dans La Chenille qui fait des trous, au moment où la chenille mange tout ce qui lui passe sous la main. Donc, ils peuvent lui donner leurs petits accessoires. Mais sinon, ils sont assis et le parcours, il est à la fin, une fois le spectacle terminé. Et leur place de spectateur, elle est frontale, donc en face à ce qu'ils jouent. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient au centre et il y avait le parcours autour. En fait, le décor, il est construit dans tous ces spectacles-là, il est construit en cercle. C'est-à-dire que les enfants sont sur des tapis, les tapis sont eux-mêmes positionnés comme dans un cercle. Et les comédiens jouent à la fois au centre du cercle et autour du cercle. Donc du coup, ils sont vraiment au milieu des comédiens, avec eux dans le décor. Donc, ce qui, du coup, contribue doublement à la sensation d'immersif. Exactement. Et il y a beaucoup d'interactions. On travaille beaucoup l'interaction entre les comédiens et les enfants. Et ils font beaucoup d'improvisation pour que, justement, les enfants puissent réagir et participer au maximum à ces spectacles. Donc, on va aller sur quelque chose d'un peu plus large. On va sortir de la compagnie Les Dents et Oli ou de l'opéra. Aujourd'hui, quel type de scénographie vous avez envie de développer? Ou de continuer d'approfondir? Quelle démarche vous avez envie de suivre? Aujourd'hui, j'ai envie de plus en plus de faire de la direction artistique pour avoir une vision plus globale de l'espace scénique. Donc c'est vrai que je recherche surtout des projets où je peux faire à la fois la scénographie, les costumes, les lumières et avoir une vraie cohérence artistique sur l'ensemble de ces aimants-là. Vous parliez tout à l'heure de la lumière, que ça fait quelques années que vous commencez à l'utiliser. Qu'est-ce que ça transforme de votre regard de scénographe d'utiliser ces lumières-là? Qu'est-ce qu'elles vous permettent que vous n'osiez pas avant, par exemple? Alors, en fait, dans les scénographies que je conçois, j'apporte beaucoup d'importance à la couleur. En fait, un peu comme au cinéma, on travaillerait l'étalonnage. J'apporte beaucoup d'importance aux couleurs et à la cohérence des couleurs. Donc, je travaille beaucoup avec des nuanciers que je vais donner aux ateliers. Et le décor et n'importe quel accessoire répond à ce nuancier, ce qui permet d'avoir une cohérence visuelle des couleurs sur l'ensemble du spectacle. Et en fait, cette démarche-là, ce travail, il est rendu que si la lumière, elle est au rendez-vous. Parce que si d'un coup on se met à éclairer tout ça en LED violette, je dis n'importe quoi, du coup les couleurs, elles sont plus du tout, elles sont plus du tout présentes et tout le travail, il est un peu, mis aux oubliettes. Donc en fait, pour moi, c'est le même travail, en fait. Je trouve que la lumière fait vraiment partie intégrante de la scénographie. Et je trouve ça juste frustrant de pas pouvoir certaines fois ne pas aller jusqu'au bout du travail et de devoir confier la lumière à d'autres personnes qui, la plupart du temps, sont très très bien. mais c'est vrai que je trouve ça chouette de pouvoir aller jusqu'au bout d'un travail scénographique. Et donc, vous faites travailler l'imaginaire à la fois des spectateurs et des enfants. Mais vous, qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de rêver? Moi, ce qui me fait rêver, vraiment, je trouve que tout ce que je vois en immersif, ça me transporte. Et je trouve que en France, c'est pas suffisamment développé. Donc, je fais pas mal d'escape games qui sont par définition des décors
immersif parce que les personnes jouent dedans, mais bon, il me manque un truc encore. Et j'adorerais faire des grosses productions immersives parce que en fait l'immersif ça permet d'aller vraiment dans tous les détails parce que les spectateurs ils sont dans le décor, il faut qu'ils y croient à fond, qu'il n'y ait pas un moment de doute sur le fait que ce soit un décor et tout. Donc ça je trouve que c'est le summum d'un décor, c'est que on puisse être à 1 centimètre et se dire mais c'est pas un décor. Voilà. Ouais, c'est vrai que oui, l'immersif ça propose complètement autre chose. Et en même temps, des fois je me dis est-ce que c'est pas trop immersif, et enfin est-ce que le fait de pas être trop plongé à l'intérieur de quelque chose, finalement on prend trop de distance. Dans ce que vous faites, c'est pas, par exemple avec les enfants, c'est pas dans l'accumulation de l'expérience vécue. Il y a quand même un sens, comme ce que vous disiez au départ. Et du coup, je me pose cette question-là de l'immersif parce que je trouve ça aussi hyper intéressant. Et à quel moment est-ce qu'on utilise le numérique ou pas le numérique pour créer une scéno immersive, mais sans que ce soit quelque chose de spectaculaire forcément, quoi. Moi, toutes les expériences de spectateurs spectatrices même, que j'ai pu avoir sur l'immersif, qui m'ont vraiment marqué, il y avait quand même assez peu de vidéos. Il y avait une super expo à la Grande Halle de la Villette qui s'appelait TeamLab, qui était, elle, pour le coup, sur le numérique, qui était incroyable. Mais j'ai assez peu d'exemples, à vrai dire, de scénographie immersive avec la vidéo, et c'est pas tellement ce qui m'attire, en fait. Qui vous attire, du coup, c'est l'expérience du spectateur, plus que par quel média on va passer. Si on a besoin à un moment d'une vidéo, pourquoi pas, si elle est utilisée, par exemple, aussi bien que dans cette exposition de TeamLab, où là, vraiment, il y avait une interaction et tout. Mais pour moi, un écran n'est pas forcément immersif. C'est la manière dont on va utiliser la vidéo, l'écran, qui va être ou pas immersive. Mais ce média en tant que tel, c'est un média comme un autre, et je sais pas, je suis pas forcément fan, et j'aimerais arriver à faire de l'immersif sans écran, ou alors très peu, quoi, en parcimonie. C'est vrai que c'est une question que je me pose aussi. Et donc dans ce podcast, on parle d'image. On n'arrête pas de parler d'image depuis tout à l'heure, mais en fait c'est que du son. Je me demandais si vous pouviez nous emmener avec vous dans un endroit qui vous a interpellé et nous le décrire, un endroit qui scénographiquement vous a parlé ou vous a redonné un peu d'énergie, ou au contraire vous vous êtes dit tiens, ça m'intéresse pour telle raison. Enfin, décrire un lieu qui vous a parlé. Ça peut être une exposition, comme ça peut être dans la rue avec les gens qui passent. Par exemple, TeamLab, comme on en parlait juste avant. Pour le coup, c'était du numérique sans qu'on voit vraiment les écrans, et que qu'on puisse penser que c'est justement numérique. Ils avaient complètement transformé la Grande Halle de la Villette en cloisonnant pas mal les espaces, et tous les murs, les sols étaient recouverts de motifs floraux, de dessins, en fait, avec une qualité graphique qu'on voit assez rarement, je trouve. Donc, comment c'était ? Est-ce que vous pouvez le décrire ? Il y avait beaucoup de couleurs, mais c'est surtout qu'il y avait une vraie patte artistique derrière. Je suis assez peu généralement sensible à la qualité graphique, par exemple des projections qu'on peut voir sur certaines cathédrales ou choses comme ça, où je trouve que souvent c'est un peu un catalogue d'effets, genre on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Je trouve qu'il n'y a pas, on sent pas la qualité graphique d'un auteur derrière. Là, pour le coup, il y avait un vrai travail d'auteur, il y avait un vrai travail de la lumière, de la couleur, de la forme. Il y avait vraiment un univers graphique incroyable dans cette exposition. Et sans qu'on voit justement la technique, quoi. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que ça marchait tout seul, et c'était surtout hyper interactif. C'est-à-dire que par exemple il y avait un mur
où il y avait, je crois, c'était des papillons, plein de papillons qui volaient, ou peut-être c'était des abeilles, enfin, en tout cas des petits insectes volants. Et dès qu'on les touchait sur le mur, donc nous on touchait concrètement juste un mur, quoi, mais sur lequel il y avait une projection de ces insectes. Et ces papillons mouraient. Ok. Voilà, donc il y avait plein de papillons, puis plus on les touchait, tous ceux qu'on touchait tombaient et mouraient, quoi. Et c'était hyper impressionnant. Et puis il y avait un autre endroit où on pouvait colorier, en fait, c'était, je crois, des lézards ou des crocodiles. Avec le doigt, du coup? Non, sur un vrai papier, avec des vrais feutres, on coloriait un petit crocodile ou un petit lézard. Et puis après, ils le scannaient, enfin les personnes de l'exposition le scannaient. Et après, notre petit lézard s'animait et sur le sol avançait dans la grande halle de la Villette. Et du coup, on pouvait le suivre. En plus, il y avait sur les sols, il y avait des petites collines. Enfin, ça montait, ça descendait, et puis on pouvait suivre comme ça notre petit lézard dans l'espace. Et c'était hyper ludique, et puis vraiment visuellement, graphiquement, techniquement. Enfin, c'était, on oubliait complètement la technique, et puis on était immergé dans cet espace incroyable de la grande halle. Donc c'était pas que des murs blancs, il y avait aussi ah non, il y avait rien de blanc, c'était recouvert de dessins colorés, de cascades. Enfin, il y avait toute une salle gigantesque avec c'était comme une énorme cascade avec des milliards de fleurs de plein de couleurs. Et donc les spectateurs étaient là dans cette salle à regarder ce paysage incroyable fait de fleurs, d'eau, de couleurs. Et il y avait aussi, je crois, une création sonore en même temps qui mettait dans l'ambiance. Et quand on marchait, il y avait l'eau qui bougeait au rythme des pas. Enfin, tout était c'était assez incroyable comme expérience de spectateur. Ouais, TeamLab, c'est des Japonais qui travaillent depuis une vingtaine d'années, et je crois qu'ils ont des expositions encore plus immersives à Tokyo, d'après ce qu'on la prochaine fois que j'irai à Tokyo, ce serait l'occasion d'aller voir la suite. Plaisir. Vous m'avez déjà cité une référence, donc je sais pas si vous avez une référence qui vous inspire dans votre travail scénographique, quelle qu'elle soit. Après mes études à l'ESAT, j'ai fait un master en art du spectacle, sur les scénographies de Claude Régis et sur l'espace mental dans les scénographies de Claude Régis. Et c'est des espaces qui continuent encore aujourd'hui à m'inspirer beaucoup, parce que c'est des espaces, la plupart du temps, très 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 simples, mais qui sont des véritables hétérotopies, c'est-à-dire qu'on peut y projeter plein de choses. Et voilà, c'est ce genre d'espace qui m'inspire et que j'essaye de mettre en pratique dans mon travail. Merci à Camille Dugas pour cette conversation. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous trouverez en détail de l'épisode tous les liens que nous avons évoqués ensemble. Voilà, j'espère que cet échange vous a questionné, inspiré, donné envie d'en savoir plus, ou bien simplement accompagné le temps de quelques minutes. La musique est de Anna Lampsous. On se retrouve bientôt pour la suite avec un nouvel épisode. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-moi vos retours. Vous pouvez aussi laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à être référencé. En attendant, je vous souhaite de continuer d'explorer vos possibles. Merci pour votre écoute et à bientôt.